C'est le plus grand service d'urgence pédiatrique de France. L'année dernière, plus de 85 000 enfants sont passés ici à l'hôpital Robert Debré, l'un des fleurons de la médecine pour enfants. Mais surtout, c'est Saint-Michel tout. Ah bah oui. Situé dans l'Est parisien, il est réputé dans le monde entier. Ici, la vie est plus intense que nulle part ailleurs. Les enfants qui viennent consulter sont blessés, Oh bah oui, ça fait mal, je suis d'accord avec toi. en état de stress T'as peur de quoi? Dis-moi, qu'est-ce qui te fait peur? ou de souffrance psychologique. Au-delà du drame, nous avons voulu comprendre comment ils étaient pris en charge. Comment travaillent les médecins et infirmières de très haut niveau. Est-ce que je peux avoir une infirmière rapidement? Comment certains médecins vivent leur passion. Mission pour les externes. Mais pas au cinéma. Comment gèrent-ils la pression? Pas à vous de dire si c'est rien ou pas. Il y a des gens qui sont considérés plus graves, c'est tout. Pourquoi certains sont-ils au bord de l'épuisement? C'est dur. Parfois, j'ai envie de pleurer parce que trop de pression. Mais les urgences, ce sont aussi des moments de partage étonnants. Ça va plus mal. Et parfois très drôles. Plongez au cœur de la vie trépidante des urgences pédiatriques et rencontre avec ces médecins qui sauvent la vie de nombreux enfants chaque année. Bonsoir. Pendant plusieurs semaines, nous avons pu filmer des médecins et des infirmières d'exception. Ils consacrent leur vie à soigner des enfants au cœur des urgences de l'hôpital Robert Debré à Paris. Avec près de 80 000 consultations par an, cet hôpital, réputé dans le monde entier, possède le service d'urgence pédiatrique le plus performant de France. Les équipes qui y travaillent sont capables de prendre en charge des enfants dans des états graves et parfois même critiques. Accidents domestiques, malformations cardiaques, virus dangereux. Ils n'ont qu'une obsession, faire le bon diagnostic sans perdre une seconde. Une course contre la montre à gérer sans précipitation, avec face à eux des parents souvent démunis et stressés. Immersion exceptionnelle dans les plus importantes urgences pédiatriques de France. Un document signé Catherine Just. « 13h, les urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Debré sont débordées. Fièvre à 40, accident domestique, maladie. Certaines familles patientent depuis plus de 4 heures. Et le service ne cesse de se remplir. Avec plaisir. Le docteur Mahmoud Khalil a 53 ans. C'est un des piliers du service. D'origine libanaise, il a connu la guerre. Alors, pour lui, la médecine, ce n'est pas un choix, c'est une vocation. C'est quoi l'urgence? Ça, c'est ton rôle en tant qu'urgentiste. La décision rapide et le diagnostic rapide. Il est le mentor des jeunes médecins, l'un de ceux qu'ils appellent dans les cas les plus graves. L'alarme retentit dans les couloirs du service. Le docteur Khalil se précipite. Un enfant accidenté vient juste d'arriver. Ne inquiétez pas, madame. C'est pour que les médecins viennent plus vite. D'accord, c'est de la chance. Qu'est-ce qu'elle a, l'enfant? Choquée, la mère de l'enfant sort pour reprendre ses esprits. C'était suite à une chute, c'est ça? C'est ça, ou Très vite, le docteur Khalil doit découvrir l'origine du problème. Le temps, c'est précieux. Donc, quelques minutes peut sauver la vie d'un enfant. C'est fini, c'est fini. Souhel, c'est fini. Souhel, 3 ans, a trébuché sur un ballon et s'est cogné violemment la tête sur une pierre. Le petit garçon a peut-être un traumatisme crânien. T'as vomi? Non. Ne tient pas debout. Ça s'est passé à quelle heure? Elle est où, la maman? Je vais aller voir la maman. Le docteur Khalil envisage le pire. L'enfant présente certains signes d'une hémorragie cérébrale. L'issue pourrait être dramatique, coma profond, voire la mort. Passez de l'autre côté, madame, vous le rassurez, s'il vous plaît. Je vous remercie. Les minutes qui suivent vont être déterminantes. Venez le rassurer, madame.
bouger la tête. Est-ce qu'il va goûter? Est-ce que vous le voyez comme d'habitude ou... Il est tout blanc. Mhm. C'est ça qui m'a choqué. Regarde, Ciel, tu veux ça? Tu veux le ballon? Tiens. Allez, prends-le. Il est où? Il est où? L'enfant semble retrouver peu à peu ses esprits. Ok, c'est bon. Mais subitement, Souheil s'évanouit à nouveau. Est-ce que je peux avoir une infirmière rapidement ici, une hémostat, s'il te plaît? Souheil, tu réveilles, s'il te plaît, hein? Souheil! Une bonne fréquence. Souheil! Il est fatigué. Madame, vous le stimulez, s'il vous plaît? Il faut que le... Je vais appeler le scanner. 5, 10. J'ai un petit qui m'inquiète un petit peu. Il est vraiment pâle et très fatigué, difficile à réveiller. Il a 3 ans. J'ai trop peur pour le petit. Madame, on va monter faire le scanner maintenant, d'accord? Je ne veux pas attendre vu que c'est enfant. Le médecin veut vérifier immédiatement l'état du cerveau. Après le scanner qu'il a rien. Je te remets les petits capteurs chouchou, hein. Ça fait pas mal ça. Hein. Allez, c'est parti. Ça va, Souheil? Le docteur Khalil accompagne lui-même Souheil au scanner. Il veut pouvoir intervenir à n'importe quel moment si l'enfant perd connaissance à nouveau. Le médecin reste fidèle à sa réputation de pilier du service. Souheil, je te réveille, Souheil. On cherche des fractures. Et surtout, comme le petit était pas très vigile à l'arrivée, on regarde s'il y a des lésions, des saignements, des choses comme ça au niveau de son cerveau. Le docteur Khalil est suspendu au verdict du radiologue. Oh putain. Ouais, là, il y a une fracture. Ouais. Une belle fracture quand même. Hein. Mais soulagement, l'enfant ne fait pas d'hémorragie cérébrale. Ses symptômes seraient dus au choc uniquement. Je suis content qu'on a fait le scanner rapidement. C'est fini, hospitalisation au moins 24 heures, 48 heures pour surveiller l'enfant. Placé 24 heures en observation, Souheil sortira de l'hôpital en pleine forme. Le docteur Khalil l'a suivi jour après jour, Ça va, Souheil? comme l'ensemble de ses patients dont il juge l'état inquiétant. Oui, très bien. Il travaille dans le plus grand service d'urgence pédiatrique de France, qui se trouve à l'hôpital Robert Debré à Paris. Drame ou petit bobo, plus de 85 000 enfants devraient y être admis en 2015. Le nombre de consultations a explosé ces dernières années. Résultat, à l'hôpital Robert Debré, les médecins sont débordés. Allez. Vous avez pu lui donner quelque chose pour un verre ou pas? Le personnel médical doit à la fois gérer l'angoisse des parents et soigner les enfants. Face à la souffrance, il arrive que certains craquent. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi leur quotidien et voici leur histoire. Cécile Montel, 31 ans, est urgentiste depuis l'année dernière. Moi, les urgences pédiatriques, j'adore. J'adore. Quoi qu'il arrive, on peut toujours avoir un impact. Des fois, on peut faire des miracles, on peut guérir tout de suite. Des fois, on va simplement pouvoir soulager ou conforter. Mais dans tous les cas, même si c'est juste donner un sourire ou juste expliquer quelque chose, on fait toujours quelque chose et on est toujours utile. La jeune femme a découvert les urgences pédiatriques lors d'un stage à Robert Debré. Depuis, elle n'a plus quitté le service. Quand j'enfile ma blouse, ça veut dire qu'il est temps d'oublier un petit peu Cécile pour devenir complètement médecin et pouvoir en fait me donner complètement aux enfants qui ont besoin d'un médecin. Pour faire le bon diagnostic, la jeune femme a un atout, son sens de l'investigation. Et pour le prochain cas, il va lui être indispensable. Cette jeune fille a 11 ans. Elle boite. Nous l'appellerons Isabelle.
Elle a déjà consulté plusieurs médecins, Allez. en vain. Elle est venue, accompagnée de sa mère. Allonge-toi. Comment est-ce que c'est apparu? Est-ce que c'est apparu brutalement un matin, tu t'es réveillée et t'avais mal? Non, c'est venu petit à petit. Petit à petit, d'accord. Tu fais du sport? J'en faisais avant, mais j'en fais plus à cause de lui. D'accord. T'as fait mal? Oui. D'accord. Et là? Non. Là, quand j'appuie? Détends, détends. T'as pas mal? Cette boiterie inexpliquée fait souffrir la jeune fille. Là. Intrigués par son cas, les externes, étudiants en médecine, assistent à l'examen. Et il n'y a pas eu de traumatisme, elle n'est pas tombée, il n'y a pas eu de choc. L'enquête commence. Cécile Montel a une première piste. Elle pense que la jeune fille se serait déboîté le fémur. Si il s'avère qu'elle a un vrai problème de hanche et qu'il faut l'opérer, il faudra l'opérer rapidement, ouais. Ça peut être grave, ouais. Alors tu vas pouvoir remettre ton jogging quand même peut-être pour aller à la radio et puis on va appeler les brancardiers. L'examen radiologique va déterminer si cette première hypothèse est la bonne. Mais le docteur Cécile Montel n'est pas au bout de ses surprises. Ouais, on va la mettre là. Je regarde ça vite fait. 1 heure plus tard, les résultats sont arrivés. Le compte-rendu d'examen est pour le moins troublant. Voilà. Ça va, ça s'est bien passé les radios? Moi, j'ai pas tellement de choses très concrètes là. Au niveau de sa force musculaire, ça va bien. Au niveau des réflexes, ça va bien. Elle dit qu'elle sent un petit peu différemment. Comment est-ce que la sensation elle est différente sur cette jambe? Elle, je la sens beaucoup, mais je la sens un peu moins et un peu différemment. D'accord. Le docteur Montel vérifie qu'Isabelle sent bien sa jambe. Voilà. Donc là, je te touche. On recommence et là, je te pique. Elle veut s'assurer qu'elle n'a pas de problème neurologique. Tu vas fermer les yeux et tu vas me dire si je te touche ou si je te pique. Touche. Pique. Touche. Je recommence. Pique. Pique. D'accord. Bon, elle s'est trompée une fois. On va appeler l'orthopédiste et on va le... C'est bien d'être deux à vérifier. Mais le docteur Montel a déjà une autre idée en tête. Bon, je peux te refaire marcher un petit peu? On marche un petit peu dans le couloir. T'arrives à rester reste sur un pied. Ça, c'est la jambe qui va bien, c'est ça? Ça, c'est la jambe qui va bien pourtant. D'accord. Mets-toi sur l'autre pied. Bizarrement, la jeune fille a du mal à se tenir sur sa bonne jambe. D'accord, ok. Comme si elle s'était subitement trompée. Elle a déjà été hospitalisée ici ou vue ici? Ici, oui, elle a été plus petite, elle a eu des problèmes de mal de dos. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez un peu des détails? Je sais pas, ça s'était manifesté comment? Quand elle marchait, elle faisait des malaises. D'accord. Surtout qu'elle avait fait un malaise. Ouais. On mène l'enquête. T'es d'accord? Mission pour les externes, récupérer les comptes rendus. On est face à un cas où on a un signe clinique qui est extrêmement parlant et pourtant, à l'examen et à la radio, on n'a rien de vraiment concret. Donc c'est une bonne énigme à résoudre. En réalité, le docteur Cécile Montel a déjà découvert l'origine du mal dont souffre Isabelle. Mais pour l'instant, elle refuse d'en dire plus. Elle attend d'en avoir le cœur net avec le compte-rendu de la première hospitalisation de la jeune fille. Il est midi, la salle d'attente des urgences est bondée. Un nouveau patient arrive toutes les 6 minutes. Alors on va l'installer. Attente, anxiété des parents. Rapidement, les esprits s'échauffent. Je vois des gens, c'est vraiment sans rien. Monsieur le tri est fait comme ça, c'est pas à vous de dire si c'est rien ou pas. Il y a des gens qui sont considérés plus graves, c'est tout. Ah ok, c'est-à-dire mon fils là, c'est pas grave, c'est bon? Il n'est pas grave, on dit juste qu'il y a des gens qui sont plus graves que lui, c'est tout.
Des scènes comme celle-ci ont lieu plusieurs fois par jour aux urgences. Elles rajoutent encore à la pression que subit le personnel médical. Nous, s'il n'y a pas de décision médicale, c'est-à-dire que si l'enfant ne nécessite pas une ambulance, vous n'en aurez pas. C'est inhumain, c'est du n'importe quoi. Donc là, on repart comme ça tout seul avec un bébé qui fait que ça. Sandrine Truchant a 35 ans. Elle est infirmière. Aujourd'hui, elle doit faire le tri entre les vraies urgences et les autres. Tenez madame, je vous laisse patienter en face dans la salle d'attente, on va vous appeler là-bas. Sandrine travaille aux urgences pédiatriques depuis 13 ans. C'est l'une des anciennes du service. Nicolas ? Ma pire crainte aux urgences, c'est le gros flux de personnes qui viennent. Plus ça va, plus les années passent et plus le flux est important. C'est tout le temps une course contre la montre, en permanence. À Robert Debré, un patient sur 2 consulterait sans motif valable. Une situation difficile à supporter pour Sandrine. Et le comportement de certaines familles n'arrange rien. Une femme se présente avec un enfant de 18 mois. Bonjour. Il a de la fièvre depuis hier soir? Depuis hier soir, oui. Une forte fièvre, mais rien d'alarmant pour un enfant. Pourquoi vous n'êtes pas parti chez votre médecin traitant? Alors, il avait de la dispo qu'à 18h30. Et vous pouviez pas attendre jusqu'à ce soir? 18h30, moi je trouve que ça faisait un peu tard. Autrement dit, l'horaire ne convenait pas à la mère de famille. Sandrine s'en agace. Voilà, vous auriez pu aller voir votre médecin. Après, nous, on nous a conseillé d'aller consulter au plus vite vu qu'il était à 40 degrés. Après, C'est qui vous a... C'est notre nounou, c'est la mamie, enfin voilà. C'est la famille. C'est la famille. Donc, je pourrais me justifier. Malgré le ton de la jeune femme, Sandrine parvient à garder son calme. Pourtant, les sollicitations des patients sont permanentes, même les plus futiles. Oui? Quelle taille, madame? Ça me rend folle. Enfin, voilà, on peut passer à côté de quelque chose de très grave pour ces gens qui encombrent les urgences pour rien. De nombreux patients qui consulteraient pour rien, course contre la montre permanente, Sandrine travaille quotidiennement sous pression. Les urgences pédiatriques sont un univers difficile pour le personnel médical, en particulier pour les jeunes internes qui débutent en médecine. Peur de l'erreur, peur de ne pas arriver à supporter la détresse des enfants malades. Sarah a 27 ans. Elle a choisi de faire son internat aux urgences pédiatriques de Robert Debré. Elle est en poste depuis seulement 3 mois. Et pour la jeune femme, c'est un véritable défi. Je dis qu'on a la vie d'un petit entre les mains, c'est pas la même chose qu'un adulte. Ça a toujours beaucoup plus d'enjeux quand c'est un enfant que quand c'est un adulte. C'est adorable, mon grand. En attendant, Sarah semble très à l'aise avec les tout petits. C'est trop mignon. Alors, on va voir comment tu respires. Le bébé a 3 mois. Il respire mal. Sa mère est inquiète. Il faut s'inquiéter devant un problème respiratoire quand l'enfant respire plus vite que d'habitude, quand il creuse au niveau du ventre, au niveau des côtes et au niveau ici des clavicules. Puis quand c'est un peu plus grave, il batte au niveau des ailes du nez. Mais là, vous voyez, il respire parfaitement bien. Diagnostic, un gros rhume. Ah, moi, je suis fan de ce je vais le garder. Je le prends avec moi. C'est peut-être une vocation qui s'annonce. Hein. Il est craquant. Hein. Regarde, tu baves pas. Sarah est-elle en train de se découvrir une vocation pour les urgences pédiatriques? Dans ce service, la jeune femme veut tester ses limites. Mon but ultime, c'est de pouvoir prendre en charge une urgence, un enfant qui va vraiment très mal et de connaître les premiers gestes, de pouvoir le prendre en charge le mieux possible pour ma carrière future. Sarah se dirige vers la salle des médecins pour compléter le dossier du bébé enrhumé. Et au moment où elle s'installe devant l'ordinateur... Docteur, j'ai besoin de vous. Sarah, prise de 6. Tu peux prendre un peu en trio, c'est une intox, il a avalé des comprimés d'aspirine. Un enfant de 2 ans a ingéré une forte dose d'aspirine. Il risque une hémorragie dans l'estomac, puis de tomber dans le coma. L'ingestion s'est produite il y a 50 minutes. Le temps presse. Au-delà d'une heure, une partie des traitements deviennent inefficaces.
Pour le moment, Sarah parvient à garder son calme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a avalé quoi comme médicament? Aspirine. Il en a pris combien? Il y en a 7. Tu viens? Alors, il a pris quand même beaucoup d'aspirine. Ça fait beaucoup, il a pris une dose toxique. D'accord? Donc, on va devoir lui donner quelque chose pour laver un peu son estomac. D'accord? On va devoir lui faire une prise de sang et le garder au moins un jour. C'est que là, j'ai rien prévu. Je sais bien, je suis désolée. Il va manger quoi? Lui, il mange cachère. Compliqué. C'est compliqué, mais là, on n'a vraiment pas le choix. Vous pouvez pas lui apporter à manger? Je peux pas porter dans le Charlotte, on va pas vraiment faire. D'accord. Le père de l'enfant fait partie de la communauté juive ultra-orthodoxe, une communauté très religieuse qui a pour règle de respecter au pied de la lettre les traditions juives. En cas de doute, les jeunes internes comme Sarah suivent la même procédure. Ils s'adressent à un collègue plus expérimenté. Oui. Donc le papa n'a pas prévu qu'on garde son fils hospitalisé. Le problème, c'est que c'est Shabbat. Il est inquiet parce que son fils va rien pouvoir manger pendant son hospitalisation. Voilà. Le traitement contre l'intoxication, c'est du charbon. Comme il a très mauvais goût, il est d'usage de le mélanger à un yaourt. C'est pas caché? Là, ça va le devenir. Là, c'est médical. Donc voilà, on va se passer du cachet et on va le soigner cet enfant. On peut mélanger avec du yaourt, on peut le tenter, ça marche quand même des fois. Il va pas vouloir prendre du yaourt. Hein. Ah non, mais là c'est médical. Là c'est médical. Là c'est médical. Là c'est médical. Voilà, je vais expliquer. Ok. Bon, je fais la presse. Merci. Chaque minute qui passe met l'enfant un peu plus en danger. Sarah compte sur Sandrine, plus expérimentée, pour trouver une solution. Sandrine, t'es occupée? Il faut qu'on donne du charbon vraiment maintenant, là, dans les 10 minutes à un petit. Il est où? Il est au box 7. Pour éviter un conflit avec le père de l'enfant, Sandrine dilue le charbon dans un biberon d'eau. A priori, c'est imbuvable. Bonjour. Je viens pour lui faire boire une petite boisson. Sandrine joue quitte ou double. Si l'enfant recrache le mélange, elle devra ajouter du yaourt pour le faire passer, au risque de déclencher un conflit avec le père. C'est bon. C'est bon? Contre toute attente, C'est génial. l'enfant avale l'antidote. Miam miam. Encore mon cœur. C'est la magie de la pédiatrie. Alors soit tout marche ou soit rien ne marche. Là c'est génial. Parce que ce produit-là, on a du mal à le faire prendre au petit parce que c'est un goût vraiment spécial. Et là, super bien. Le produit est administré dans les temps. L'enfant sortira 24 heures plus tard sans séquelles. Nourriture confessionnelle, refus d'examen par une personne de sexe opposé. Ici, comme ailleurs, la tradition religieuse se heurte parfois à la nécessité de soigner dans l'urgence les enfants. Et cela ajoute une contrainte de plus sur les épaules de ces soignants qui n'en manquent déjà pas. Mais Sandrine est contente d'elle. Son astuce, toute simple, a sauvé un enfant. C'est vraiment doux. Et aujourd'hui, de retour au poste de soins, c'est bataille d'eau entre les infirmières. Je fais des éruptions, un œdème de couille. Mais c'est ça, bien sûr. Mais moi, je suis obligée, j'ai une page spéciale d'étudier. Voilà. Ah, t'as vu? Rapide. Oh, purée, tout le monde a mis dans l'oreille. À l'autre bout du couloir, le docteur Cécile Montel retrouve les externes. Ils ont consulté le dossier d'Isabelle, la jeune fille qui boite de façon inexpliquée. Alors, qu'est-ce que vous avez pour moi? Elle a des antécédents particuliers. Elle a été hospitalisée pour un problème psychologique, visiblement. D'accord. Elle a consulté, elle a été hospitalisée et devant un bilan normal et ils n'ont pas fait de radio apparemment. Ils n'ont pas fait de radio apparemment. Donc elle a été hospitalisée en psychiatrie en décembre et depuis décembre, elle a mal à la hanche. Elle a mal à la hanche, elle boite. D'accord, donc c'est quelque chose qui est peut-être lié au problème psychiatrique. C'est ça. Ok. 2 mois auparavant, la jeune fille a déjà été hospitalisée en psychiatrie. Le docteur Montel a eu des doutes lors de l'examen. Maintenant,
elle en a la certitude. Elle souffre d'un trouble de somatisation. Autrement dit, sa douleur est réelle, mais elle se l'inflige elle-même inconsciemment. Les parents ont tendance à penser « Ah, on est en train de me dire que mon enfant est fou ». Alors que pas du tout. Il faut vraiment insister sur le fait que la douleur est réelle, que les symptômes sont réels, mais que c'est l'esprit qui somatise sur le corps. Je vais faire du mieux possible et pas faire le médecin qui annonce bah oui, bah c'est rien du tout, elle a rien du tout, c'est dans la tête, voyez un psy quoi. Je pense que je me dis que je vais essayer d'amener la chose de façon rationnelle et en ayant un plan d'action pour pas que les parents se sentent laissés à l'abandon, ni l'enfant d'ailleurs. Hop, alors vous pouvez vous asseoir. Le docteur Cécile Montel doit maintenant expliquer à Isabelle l'origine de son mal. Il viendrait d'importants problèmes familiaux. Bon, ok. T'es stressée peut-être en ce moment à la maison? Moins qu'avant. Moins qu'avant. D'accord. Peut-être que c'est aussi le corps qui prend un petit peu, qui essaye d'encaisser le stress. D'accord? En tout cas, ce qu'il faut, on s'occupe quand même de toi. D'accord? Même si c'est pas un problème au niveau des os ou des articulations ou des muscles, clairement, il y a quelque chose qui se retransmet sur ton corps et donc il faut aller gratter un petit peu et essayer d'améliorer tout ça. Il fallait passer par toutes ces étapes avant d'appeler le pédopsychiatre. Ça, c'est un petit peu le... On vérifie que le corps va bien avant d'appeler le pédopsie. J'allais voir les médecins, j'allais voir tout ça, puis personne ne me disait ce qu'il fallait faire, tout ça, et puis... La voir souffrir, ça fait nous souffrir aussi, hein, je veux dire. J'ai envie qu'on trouve quelque chose pour que ça nous débarrasse, quoi. J'aimerais bien une réponse. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas te soigner, hein? Le docteur Cécile Montel a su trouver les mots. Allez, au revoir madame, bonne continuation. J'espère que tu pourras reprendre le basket bientôt. Allez, au revoir. Je pense qu'on a fait notre travail parce que j'ai vu la dynamique de la fille et de la mère changer et je les ai vus sourire et je les ai vus soulager. Et je me dis que peut-être d'avoir soulagé la douleur morale, dans ce cas-là, c'était plus important que soulager la douleur physique. À l'issue de sa consultation aux urgences pédiatriques, Isabelle a été prise en charge par un psychologue. Un mois après notre tournage, la jeune fille a cessé de boiter. Pour le docteur Montel, c'est une formidable récompense. La jeune médecin n'est pas prête de quitter les urgences. Il est 19h. La journée se termine pour une partie du personnel médical. L'équipe de jour et celle de nuit se passent le relais. Sandrine rentre chez elle retrouver sa famille. Chaque soir, la jeune femme fait le trajet à pied pour décompresser. Elle veut tenter d'oublier le stress et les cas difficiles de la journée pour se consacrer à ses enfants. Coucou. Aux urgences, les infirmières travaillent 12 heures d'affilée. Pour Sandrine, ces horaires sont difficiles à concilier avec sa vie de famille. Tiens, mets ton tablier si tu veux. Oh, je vais chercher le mien. À peine arrivée, la jeune femme doit enchaîner les tâches ménagères. La préparation du dîner se fait en famille. Pour Kauta et Adam, c'est un peu une fête. Je sors le jambon. Adam. Ouais. Tu fais tout doucement, tu fais attention parce que c'est un peu chaud. Vas-y. Attends. Allez, arrête. Et avec la fatigue, je perds beaucoup de patience. Je suis beaucoup moins tolérante avec eux qu'en temps normal, en fait, où je suis reposée. Préparation du repas, vérification des devoirs. Malgré les efforts de Sandrine pour cacher sa fatigue, sa fille n'est pas dupe. Il a baissé le prix. Moins cher pour que, du coup, les gens, ils achètent plus. Tiens, tu peux le faire.
Quand elle rentre, elle est très très fatiguée en fait. Bien, elle nous prépare à manger évidemment, mais après elle se met dans le canapé et elle dort directement. Et nous, on aimerait bien que par exemple le soir, je sais pas, on mange des petits bonbons avec des pop-corn, qu'elle soit avec nous en fait, qu'on regarde un film et tout ça, et que tu t'endormes pas en plein milieu. Ça c'est vrai. C'est ça, Adam? Oui. Qu'est-ce que t'en penses? J'aimerais bien que maman elle soit un peu gaie quand elle rentre. C'est tout à fait ça. Je leur raconte pas mes journées difficiles ou ils ressentent mes journées difficiles par contre. C'est ça qui est malheureux. J'ai l'impression que j'ai sacrifié ma vie privée par rapport à ce travail. C'est vrai que le métier d'infirmière, c'est un métier qui est très difficile. Dur bilan pour une mère de famille. Oui. Soudain, le vent souffle. Vie de famille ou urgence pédiatrique, Sandrine va-t-elle devoir un jour faire un choix? Ça, c'est une autre histoire qui n'est pas pour les enfants. Le docteur Cécile Montel, elle aussi, a fini sa journée. En plus des urgences pédiatriques, elle occupe un poste à responsabilité dans une start-up médicale. Des journées doubles. Mais la jeune femme de 31 ans ne craint pas le surmenage. Pour elle, travailler à Robert Debré n'est pas seulement une vocation, c'est aussi une revanche. Tu viens voir les photos? Avec son mari, Richard, qui est américain, elle revient sur son parcours. Un parcours très surprenant. C'était quel âge? 18. J'étais jeune, hein. Cécile Monteil, Miss Midi-Pyrénées, élue à Toulouse. À 18 ans, Cécile Montel est élue Miss Midi-Pyrénées. Yeah. Uniquement le matin. Ça veut dire quoi? Ah, ça y est, c'est moi. Ah là là. En 2003, elle participe à la grande soirée des Miss France sur TF1. Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'est de passer en fait pour la Miss un petit peu cruche, un petit peu potiche. Et pour prouver au monde qu'elle n'est pas une potiche, Cécile Montel entreprend des études de médecine. Et Miss Midi-Pyrénées devient le docteur Montel, urgentiste en pédiatrie. Je suis devenue médecin, je fais quelque chose de concret. Il y a quelque chose qui dit, vous avez vu, j'étais Miss, mais j'en avais quand même dans la tête au final, quoi. Quand je l'ai rencontrée, j'ai dit à mes amis en Californie, elle est médecin, elle est française, et en plus, elle a été Miss. Et là, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu peux espérer de plus? J'ai vraiment beaucoup de chance. Mais si seulement je pouvais aussi avoir plus de temps avec elle, parce qu'elle est très occupée. Le docteur Khalil quitte son domicile. Divorcé, père d'un enfant, il se rend à l'hôpital à pied pour être en forme. Car chaque jour, il reçoit une cinquantaine de patients. Moi, c'était un rêve, c'était pas réalisable. Mes parents, c'est des gens simples, pauvres, donc la médecine, ça coûte énormément. Hein, mais avec la force que ma mère m'a donnée, et mon père, et l'amour, et la force, je suis arrivé. C'est grâce à eux. Je mets ma blouse et je suis opérationnel dans 3 minutes. Ah. Bonjour, tu vas bien? Bonjour. Le marathon de la journée commence. Il va durer 13 heures. Je me sens médecin là maintenant, oui. Je suis à l'hôpital, donc je suis médecin. Ça change un peu. Hein. La responsabilité, l'affaire de ne pas faire bien tout ce qu'il faut jusqu'au bout. Donc on va y arriver. C'est en pleine forme. C'est parti. Premier patient, le docteur Khalil reçoit un garçon de 12 ans qui souffre d'une fracture du poignet. Tu vas t'allonger, toi.
L'os s'est déplacé. T'as mal de ce côté-là? Ouais. Ça se voit. Une manipulation délicate et extrêmement douloureuse. Le père de l'enfant tente de cacher sa nervosité. Ça va vous, monsieur? Est-ce que vous allez tomber dans les pommes ici, non? Non, moi ça va. Ah, vous êtes fort, c'est ça? Non, ça va, je me maintiens, on va dire. Non, sinon vous sortez, hein. Pour prévenir la douleur, le docteur Khalil place l'enfant sous gaz hilarant. Excuse-moi. T'as comme ça? Tu peux m'aider, s'il te plaît? Pourquoi tu rigoles, toi? Tu arrêtes, hein? Va tirer la langue, monsieur. C'est pas bien. Vous lui dites, c'est pas bien. Faut tirer la langue, mon grand. Ça va, toi? Tu ne me tires plus la langue, hein? Ah bah, il le fait là, c'est pas vrai. Sarah a rejoint le docteur Khalil pour cette opération délicate. Il veut lui apprendre la technique. Tiens, comme ça, les doigts là. Et moi, je vais essayer une main ici. Ça fait mal? Non. Est-ce que ça fait mal, ça? Non. Et là, est-ce que ça fait mal? Ouais. C'est ton problème. Moi, je sens rien du tout. Pourquoi tu rigoles, toi? Tout en distrayant le garçon, le docteur Khalil remet l'os en place. Voilà, tu passes ici de l'autre côté. Tu me tiens ici. Comme ça? Oui, parce que je vais juste... Ah là, bravo. L'hiver, moi, ici. Oh putain, sa mère. Oh putain. Oh. Qu'est-ce que t'as dit? Tu cherches du pain, toi? Oh putain, putain, putain. Il cherche du pain, monsieur. Hein? On n'a pas du pain ici, hein? C'est fini, c'est fini. C'est fini, reste comme ça. Bravo, t'es le meilleur, je te jure. Sur la tête de ma grand-mère. En moins d'une minute, le docteur Khalil a remis l'os en place. Merci. Mais de rien. Ah, parce que c'est beau, là. Allez, tu t'assois, s'il te plaît. Est-ce que c'est beau ce que je te fais, là, ici, comme plate? Et t'as la tête qui tourne. Oui ou non? Alors, fais doucement. On le surveille parce que... Est-ce que j'ai dit des gros mots? Non, t'as cherché Que du je pain. faisais un rêve et je disais des gros. Papa, il va te raconter à la maison ce que tu as dit, hein. Il y avait deux vous. Un lui, si je vois. Et papa aussi. Il était en face à toi. Et un triangle aussi. Le jeune garçon devra porter son plâtre pendant 3 semaines. En attendant, Sarah examine le travail du docteur Khalil. La finition. Sur les habits. J'ai peur de sa mère, elle va dire « Oh, il a sali mon pied, c'est quoi ça? Les plâtres partout. » Là, ça part à l'eau, monsieur. Hein. C'est pas un problème. Allez, tu peux descendre. Est-ce que tu as la tête qui tourne? Non. Pas du tout? Je fais un effort parce qu'il a 12 ans. Donc, l'enfant qui a 2 ans, 4 ans, 5 ans, tu vois, il y a un remodelage avec la croissance. Lui, il a 12 ans déjà, il est grand. Donc, si tu te permets de laisser un peu déformé et que la semaine prochaine, on trouve comme ça, on tolère moins bien. Parce que le remodelage, oui, parce qu'il n'a pas assez de temps de grandir aussi beaucoup comme un enfant de 2 ans. Le tutorat du docteur Khalil renforce encore la vocation de Sarah. Il est 11 h. La jeune interne s'autorise une courte pause. Du plus loin qu'elle s'en souvienne, la médecine a toujours attiré la jeune femme. Elle a découvert cette vocation grâce à une célèbre série télévisée. Moi, dans ma famille, dans mon entourage, j'ai pas de médecin, je connais pas de médecin. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, regarder l'urgence, et ça me faisait, enfin, on va dire rêver, mais ça me plaisait vraiment beaucoup. Je me disais pourquoi pas moi un jour. Nous, notre vie ne ressemble pas à l'urgence, mais le fond, oui, on aide des gens quand on peut, tous les jours. C'est un travail d'équipe, il y a toujours quelque chose à faire. Donc oui, ça, dans le fond, ça ressemble, mais après, la forme n'est pas au cinéma. La pause ne dure que 5 minutes, car dans le couloir, les patients continuent d'affluer. Sarah a repris les consultations. Jusqu'à présent, la jeune interne a su prendre en main tous les patients auxquels elle a été confrontée. Mais il lui reste à relever le défi qu'elle s'est fixé en postulant aux urgences pédiatriques. Gérer seule un cas difficile. Oh, la psychiatrie. Sans le savoir, la jeune femme vient de prendre un dossier terrible. Bon,
9 ans. Donc on va voir un peu à quel point il est agité. Le garçon originaire d'un pays instable vient d'agresser l'un de ses camarades de classe. À l'issue de la bagarre, l'enfant s'est mis à convulser. Une éducatrice spécialisée l'a conduit aux urgences. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est à la suite d'une espèce de comportement violent, de cris, d'insultes. Tout d'un coup, ça s'est transformé en espèce de crise de tétanie. D'accord. Et ces crises d'agressivité, Oui, d'angoisse? ça, c'est tout le temps. C'est tout le temps, il a déjà vu un médecin pour ça? Il est censé être suivi par un psychologue, mais le suivi est très irrégulier. D'accord, pourquoi? La maman ne l'emmène pas, forcément. Tu veux t'asseoir sur la chaise? D'accord, alors, tu peux me dire ce qui s'est passé? Sarah tente d'entamer le dialogue. Est-ce que je peux t'asseoir la bouche pour que c'est examiné? Est-ce que tu veux qu'on sorte? Tu veux rester qu'avec le docteur? L'éducatrice préfère prendre Sarah à part. Il a été agressé sexuellement à l'hôtel. D'accord. Par un plus grand garçon. Et voilà. Alors on ne sait pas si avant... À l'hôtel où il est actuellement? Oui. Ou... D'accord. Il y a eu une enquête à la brigade des mineurs. La famille de ce garçon a été expulsée de cet hôtel. Voilà, nous on est quand même embêtés que ça prenne ses proportions et que... Non, je comprends bien. Ok, Voilà. Ok, merci. Ce sont les violences sexuelles qui auraient rendu cet enfant agressif. On va t'examiner. Non, j'aime pas. T'aimes pas quoi? J'ai pas envie de voir les autres. Juste moi, ça va? Sarah doit examiner l'enfant pour s'assurer qu'il n'a pas d'autres problèmes de santé. Mais traumatisé, il refuse les contacts physiques. À l'école? Et Sarah n'a pas d'expérience en psychiatrie. Ça se passe bien à l'école? Oui. Oui? T'as une maîtresse ou un maître? Une maîtresse. Elle s'appelle comment ta maîtresse? Sabine. Alors, pour gagner sa confiance, la jeune interne ne va pas utiliser ses connaissances médicales, mais sa douceur naturelle. Tu te sens mieux? Ok, je peux t'examiner un petit peu? Tu veux enlever ton pull ou je passe par-dessus ton pull? Par-dessus. Par-dessous. Peu à peu, l'enfant se laisse même déshabiller en partie. Génial, encore? C'est magique ici, hein? Oui. Regardez ton ventre. Bah, t'as combien de pantalons? 2. Pourquoi? Il fait très froid? L'enfant refuse de répondre. Là, j'ai mal. Ok. Sans surprise, l'examen physique ne révèle rien d'inquiétant. Sarah décide de confier l'enfant à un psychiatre spécialisé. Tu sais ce que c'est qu'un psychiatre? Il s'occupe un petit peu des nerfs, des choses comme ça. Vu que tu as fait une petite crise de nerfs quand même, d'accord? Voir un petit peu si tu as besoin d'avoir un suivi, d'accord? Mise en confiance par Sarah, l'enfant accepte la consultation. Sarah prévient le psychiatre. Et c'est les urgences. J'ai un petit qui vient d'arriver. Il y a une histoire d'agression sexuelle. Et là, il s'est disputé avec un enfant. Il a été agressif. Ça serait monté. La consultation va durer 1 heure. La mission de Sarah aurait pu s'arrêter là. Mais comme son mentor, le docteur Khalil, la jeune interne va suivre son patient jusqu'au bout. Elle rencontre le spécialiste. Ils auraient tous vu leur mère se faire violer. À côté de ça, m'a pas dit. Lui, il a été violé en septembre par un grand dans l'hôtel. Mais il y a un signalement aussi en cours pour négligence de la part de la mère. Je pense qu'il faut surtout qu'il commence un bon suivi, une psychothérapie. D'accord. Après, on ne peut pas faire grand-chose de plus aux urgences, malheureusement. Comme souvent. Comme souvent, ouais. Ok. Sarah est parvenue à venir en aide à un enfant en grande détresse. Il va être pris en charge dans une structure adaptée et pourra se reconstruire. On est parfois confronté à des histoires très tristes, un peu la misère humaine, oui. Parce que c'est l'endroit de premier recours, quand on n'a pas de moyens, quand on n'a pas de points auxquels sont accrochés. Le premier endroit de consultation, c'est les urgences. Ça touche parfois, mais personnellement, j'ai appris à mettre un peu de distance par rapport aux histoires. Parce que si on s'implique trop, j'ai peur d'être un peu débordée en fait. Sinon, je m'en sortirai pas, je pense. À ce jour, Sarah n'a toujours pas décidé si elle consacrera sa carrière aux enfants.
Mais la jeune interne s'est prouvé elle-même qu'elle avait sa place aux urgences pédiatriques. Le docteur Khalil va se confronter au moment le plus difficile dans la vie d'un médecin, l'impuissance face à la maladie. Un nourrisson est hospitalisé. Depuis 2 jours, ses parents savent que l'enfant est condamné. Il survit encore grâce à un respirateur artificiel. Mais l'équipe médicale doit leur annoncer que le moment est venu de débrancher le bébé. Ils sont originaires du Maghreb et ne parlent pas français. Le docteur Khalil va devoir se charger de l'annonce, accompagné du reste de l'équipe. Quand on n'a plus de soins, il n'y a plus d'espoir. Notre rôle là maintenant, c'est accompagner l'enfant et le mettre dans une situation confortable devant une situation comme ça où il n'y a plus d'espoir. Excusez-moi, c'est plus fort que moi. Tu annonces aux parents, ça c'est pas évident. Non, C'est pas utile là. Nous tous, on préfère que l'enfant ne souffre pas plutôt. Donc ça, c'est l'acharnement thérapeutique qui aboutit à rien à la fin. C'est une souffrance pour l'enfant. Donc c'est mieux que ça se termine comme ça pour l'enfant. Même si on est des médecins, on est des êtres humains aussi. On a une famille, on a des enfants, on a un cœur, on a des sentiments. C'est très dur. C'est très dur à supporter ça. C'est un poids énorme, énorme. C'est un choc très difficile. Une pression terrible, une responsabilité écrasante. Pourtant, dès le lendemain, le docteur Khalil sera de retour dans le service, au chevet de nouveaux patients. Les urgences n'attendent pas. Mais il y a bien une absente. Sandrine ne s'est pas présentée à son poste de travail. Je suis épuisée par le travail. Je suis en épuisement professionnel. C'est quelque chose de fou parce que j'ai l'impression de m'être fait grignoter par ce travail. Sandrine est en burn-out. En France, ce phénomène toucherait près de 40% du personnel médical, le taux le plus élevé de toutes les professions. Je craque. Je suis vraiment très fatiguée, oui, je craque. Quand je rentre le soir, parfois j'ai envie de pleurer parce que trop de pression. On a la vie des enfants quand même entre les mains. Il faut aller vite pour les soins, il faut aller vite pour tout le temps. Et la demande, plus les années passent, plus elle augmente. C'est cette pression-là, en fait, d'aller vite, d'être tout le temps sur le qui-vive. C'est ça qui est épuisant au final. En fait, je baisse les bras. J'ai essayé de lutter, mais là, je suis trop fatiguée. Je jette l'éponge. Malgré tout, quelques semaines plus tard, Sandrine a repris le travail. Mais dans 1 an, elle envisage de s'installer en tant qu'infirmière libérale et tirer définitivement un trait sur les urgences pédiatriques. Pendant ce temps-là, à l'hôpital Robert Debré, le docteur Mahmoud Khalil a repris son service. Malgré le drame de la veille, le médecin a retrouvé toute son énergie. Asseyez-vous ici, monsieur, à votre service. Il plaisante, sourit. Vous m'aimez ou vous me détestez? Personne ne pourrait déceler ce qu'il a traversé. Dernière visite de la journée, il reçoit un enfant de 4 ans qui souffre d'une pronation. En clair, il s'est déboîté le coude. C'est la première fois que ça lui arrive ou non? C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Et c'est moi qui l'ai vu aussi la première fois? Je ne sais pas, c'est le père qui l'a ramené. Donc,
C'est turbulent, il bouge beaucoup, donc vous le tenez, lui il tire d'un côté et puis bon, bah ça... Les parents, sans faire exprès, ils tirent le bras de l'enfant pour éviter qu'il tombe deux fois. Prends le stylo, s'il te plaît. Vous voyez, il le prend. Vas-y, donne-moi le stylo. Il n'arrive pas. Donc, il est parti, mais il n'arrive pas à soulever. Vous voyez, prends le stylo. Spontanément, il prend ça. Parce que là, il a mal quand il fléchit. Allonge-toi, s'il te plaît. On vérifie quel est... En moins de 2 secondes, le docteur Khalil va remettre le coude en place. Aïe, aïe. Ça fait mal. Allez, assieds-toi, t'es guéri. T'es complètement guéri, là. C'était bien ça, madame. Est-ce que tu veux un cadeau? Oui. Pour avoir un cadeau, il faut que tu frappes les mains comme ça. Vas-y, frappe les deux. Vas-y, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, là, 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 là. Bravo. Madame, vous lui achetez un cadeau. C'est des magiciens, ils sont là pour nous. Ça y est, t'as plus mal au bras? Non. Plie? T'as plus mal? Plie pour voir. Ouais, ça c'est les muscles. Ça va. Ça va plus mal. Ça va plus mal. La mère et l'enfant repartent conquis par le docteur Khalil. Il est content de son cadeau. Viens, au revoir avec la main. C'était le dernier patient, mais le médecin vient d'être happé par un nouveau cas. Un médecin infatigable, sans doute parce que malgré le stress et les coups durs, aux urgences, le docteur Khalil a trouvé son oxygène, sa famille, sa vie. Il est 22h, le docteur Cécile Montel est elle aussi encore sur le pont. Son dernier cas de la journée, un enfant de 5 ans avec une suspicion d'appendicite. On t'examine, Paul? Voilà. Alors, avec ton doigt, tu vas me montrer où est-ce que tu as mal. Plutôt ici. Non, rentre ton ventre. Est-ce que tu sais rentrer ton ventre? Fais l'inverse. Voilà, rentre le ventre. Très bien. D'accord. Pour l'instant, on n'est pas trop sur le ventre, c'est bon signe. On va se détendre. Je vais toucher ton ventre. Si je te fais mal, tu me le dis. OK? Ça fait mal. Là, ça fait mal. Mais surtout, ça me chatouille. Ah bah oui. On va se mettre par terre. Hop, et tu vas me montrer comment est-ce que tu sautes sur un pied. Très bien. Tu arrives sur l'autre aussi? C'est parfait. Bon, votre enfant n'a pas l'appendicite. Un simple mal de ventre et non une appendicite, le petit Paul échappe au bloc opératoire. Moi, j'adore le rapport à l'enfant, il est extrêmement vrai, il est extrêmement sincère. À chaque fois qu'il y a un enfant qui entre dans un box, il a toujours les grands yeux. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais pleurer? Qui c'est cette dame? Comment je vais me comporter? Et c'est à nous, en fait, de gagner leur confiance. Et généralement, quand on y arrive, ça se passe toujours extrêmement bien. Et moi, ce rapport, en fait, très innocent et très vrai, me plaît énormément. Merci. Au revoir. Au revoir. De venir ici, en fait, ça me permet de vraiment me sentir utile. Et de par ma personnalité, c'est quelque chose dont j'ai besoin. J'ai besoin de faire un travail où quand je rentre chez moi le soir, j'ai l'impression d'avoir vraiment fait quelque chose et quelque chose qui soit pour les autres. Besoin d'être utile, d'aider les autres. Au fond, c'est peut-être ça le dénominateur commun de tous ceux dont nous avons partagé le quotidien à l'hôpital Robert Debré. Des hommes, des femmes, décidément pas complètement comme les autres. En 6 ans, la fréquentation des urgences pédiatriques a augmenté de plus de 20%. Avec la moitié des patients qui consultent pour rien, le système arrive à saturation, malgré le dévouement du personnel médical.